Salut! Cette année, j'ai lu pas mal de livres avec énormément de coups de cœur. Cette année, j'ai eu, on va dire, 27 coups de cœur, ce qui est assez énorme. Mais sur le nombre total des livres que j'ai lus, ça représente environ 15% de mes lectures. Petite précision, les livres dont je vais vous parler sont des œuvres de fiction. Je ferai peut-être une vidéo prochainement sur mes livres préférés de l'année en termes de non-fiction. Le premier livre dont je voudrais vous parler, c'est un roman qui a été publié en 1928 pour la première fois et qui a été écrit par une autrice qui est Radcliffe Hall. Son roman se nomme Le Puits de Solitude et on y suit une jeune fille depuis son enfance. Et donc Stéphane, c'est une petite fille un peu garçon manqué qui adore l'équitation, l'escrime et qui a un père très aimant qui va la pousser à faire tout ce qu'elle aime, à vivre sa liberté, tout simplement. Cependant, on voit qu'au fil des pages, lorsqu'elle va rencontrer des femmes, vont se développer des sentiments amoureux. Elle va donc découvrir qu'elle est lesbienne et que son apparence de garçon manqué lui permet en fait d'approcher la gente féminine. Cependant, c'est aussi une jeune femme qui est aussi très croyante, chrétienne, et qui va se confronter au regard des autres, à la désapprobation, notamment de sa mère. C'est un roman qui est extrêmement enrichissant puisque une partie du livre se passe durant la Première Guerre mondiale. Donc on va suivre Stephen qui va être impliqué dans cette guerre et qui va découvrir d'autres personnes qui vont l'enrichir. C'est un roman aussi que j'ai trouvé extrêmement intéressant puisque Stephen est croyante et elle va notamment espérer que la société va évoluer pour pouvoir adoucir ses mœurs et notamment inclure des personnes comme elle dans la religion, dans la chrétienté. C'est une femme aussi que j'ai trouvée extrêmement courageuse et déterminée dans la vie, c'est-à-dire que elle sait qu'elle va être disgraciée par la société, notamment par son orientation sexuelle, et donc elle va tout faire pour pouvoir travailler, gagner de l'argent, acquérir un genre de prestige pour pouvoir montrer patte blanche envers les autres personnes qui pourront la juger pour les relations qu'elle va entretenir. C'est un roman aussi que j'ai trouvé extrêmement bien écrit, donc voilà, n'hésitez pas à le lire et à me dire vos retours si vous le lisez. Deuxième roman que j'ai lu en 2024 et pour lequel j'ai eu un coup de cœur, c'est un roman d'Alexandre Dumas, 20 ans après. J'ai lu il y a 1 ou 2 ans Les Trois Mousquetaires que j'ai adoré. J'ai aussi vu les films réalisés par Martin Bourboulon au cinéma que j'ai adoré. Et c'est vrai que ça m'a motivée à me plonger dans le deuxième roman de la trilogie qui est 20 ans après. On va suivre notamment les 4 mousquetaires 20 ans après le premier tome. Pour vous résumer le roman, la reine Anne d'Autriche a un fils, Louis XIV, qui est beaucoup trop jeune pour gouverner la France. Et le cardinal Mazarin va y voir une opportunité pour pouvoir gouverner temporairement sur la France. Et ça va faire quelques débats au sein des 4 mousquetaires qui ne vont pas soutenir la même cause. Et donc on voit une sorte de friction entre leur amitié, mais aussi beaucoup d'humour. J'adore la plume d'Alexandre Dumas, je trouve que la façon dont il décrit D'Artagnan est extrêmement hilarant. Je trouve qu'entre 2 épisodes d'action, de combat, on retrouve l'humour assez spécial de D'Artagnan, qui je trouve ne transparaît pas dans le film, c'est-à-dire que D'Artagnan c'est un personnage qui ne se prend pas beaucoup au sérieux, mais qui va être talentueux, performant au combat. Et je trouve que ce trait d'humour assez espiègle, il est totalement effacé du film pour le rendre très sérieux. Je trouve que c'est un roman de cap et épée qui va un peu bousculer les codes, puisque on a un humour assez presque burlesque, je dirais. Un roman que j'ai adoré lire et j'espère poursuivre avec le tome 3 de ce cycle en 2025. Mon troisième coup de cœur, ça a été Faust de Goethe. C'est une pièce de théâtre tragique qui date du 19e siècle et dans lequel l'auteur s'est inspiré de beaucoup d'œuvres passées qui sont un peu des sortes de classiques. Il s'est inspiré de Lucain, de Shakespeare. Dans cette œuvre, on suit Faust qui va pactiser avec le diable. Il va notamment être à la recherche de savoir, d'amour. On va le suivre en train de faire des voyages temporels assez spectaculaires et assez inattendus. J'ai trouvé que c'était une œuvre mais
gigantesque puisque on va le voir en train de rencontrer des personnages d'autres œuvres mythiques, notamment Hélène de Troie. On va le suivre en train de voyager en Allemagne, regarder des danses sabbatiques, ou alors on va le voir descendre aux enfers. Enfin bref, c'est une œuvre que je trouve assez phénoménale. J'avoue que par moments je me suis dit c'est un mélange assez incongru. J'ai trouvé que c'est fait de manière très intelligente, que c'est pas une œuvre qui se lit d'une seule traite. Ça mérite beaucoup de va-et-vient entre différentes œuvres complémentaires. Je pense que c'est aussi pour ça que Faust est considéré comme une œuvre majeure dans la littérature européenne et je ne peux que vous conseiller de le lire. Bon, le soleil fait son apparition, je ne vais pas me plaindre. Passons à mon 4e coup de cœur de l'année 2024, ça a été Aurélien de Louis Aragon. Aurélien, qu'est-ce que je peux en dire? Déjà, l'incipit est mythique, hein. Je vais vous la lire. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Dans ce roman, on y suit Aurélien qui est un ancien combattant. L'histoire se déroule dans l'entre-deux-guerres. Il rencontre Bérénice et ça va être la naissance d'une histoire d'amour assez originale. Aurélien, c'est un peu un être détestable, on va dire, qui a certains préjugés sur les femmes et qui, lorsqu'il va rencontrer Bérénice, ça va totalement le chambouler, détruire tous les préjugés qu'il a pu avoir. Il va un peu plonger dans cet amour comme il pourrait plonger dans un fleuve s'il était fiévreux. D'ailleurs, l'image du fleuve est assez prégnante dans ce roman, alors qu'Aurélien est assez détestable, prévisible, on va dire. En ce qui concerne Bérénice, je ne m'attendais pas à grand-chose concernant ce personnage, mais le développement de Bérénice m'a beaucoup surprise, notamment vers la fin du roman. J'ai trouvé que Louis Aragon avait une plume extraordinaire, qu'il y avait dans le texte énormément d'engagement de prix, notamment contre le racisme, contre la guerre. C'est fait d'une manière extrêmement intelligente et je ne peux que vous conseiller cette lecture. Ne vous attendez pas à lire une histoire d'amour, puisque je dirais que c'est une histoire de passion, une histoire aussi de malentendu dans un certain sens. Mais voilà, je ne peux que vous conseiller de lire Louis Aragon et notamment Aurélien. 5e livre que j'ai adoré lire, c'est Une si longue lettre de Mariama Ba. C'est une autrice sénégalaise qui a écrit un court roman sur l'histoire d'une femme qui apprend que son mari va prendre une autre femme dans le cadre d'une relation polygame. J'ai trouvé que c'était un livre extrêmement juste sur la tristesse mais aussi la colère d'une femme qui se sent tout d'un coup oppressée par tout le poids de la société, tout le poids de l'injustice. J'ai trouvé que c'est un roman qui abordait avec justesse la notion de fidélité, de consentement. On voit que la narratrice est portée par des valeurs qui sont au-delà de toute frontière. Bref, j'ai adoré et je ne peux que vous conseiller la lecture de ce livre. 6e coup de cœur, ça a été Portrait sépia d'Isabel Allende. Isabel Allende est une autrice chilienne qui a écrit une trilogie dont le premier tome est La Maison aux Esprits. J'ai lu Portrait sépia qui est le dernier tome, mais ça ne m'a pas empêché de comprendre l'histoire et de suivre tout le déroulement de l'intrigue. Dans ce livre, on va suivre Paulina, une grand-mère qui va accueillir son petit-fils qui immigre aux États-Unis pour la rejoindre. Paulina est d'origine chilienne et ce roman se déroule sur fond de guerre entre la Chili et le Pérou. C'est une histoire de famille avec pas mal de secrets. C'est un roman avec une énorme diversité ethnique, je trouve, puisque Paulina est d'origine chilienne, mais on va suivre aussi la vie de gangs chinois aux États-Unis. Et Paulina a aussi une petite fille, Aurora, qui va essayer de démêler tous les secrets de famille qui reposent sur l'histoire de l'immigration, sur l'histoire de l'intégration de Paulina au sein des États-Unis. J'ai vraiment adoré ce roman, puisque j'ai trouvé
une fresque familiale avec des messages poétiques assez forts. Donc voilà, je ne peux que vous en conseiller la lecture. Mon 7e coup de cœur de l'année, ça a été Le Chant des Soupirs ou Au Caledonia en anglais de l'autrice Elspeth Barker. C'est un roman qui est sorti à la fin du XXe siècle et c'est l'unique roman qu'a sorti l'autrice. On ne sait pas grand-chose de l'écrivaine, par contre, j'ai trouvé que c'était un roman extrêmement original. C'est un roman sur l'enfance de Jeannette, qui est une fille totalement décalée par rapport à ses camarades. Elle adore lire, elle est très solitaire, elle a un humour assez noir, elle est décalée par rapport aux autres, elle lit Baudelaire, elle appelle son chat subjonctif parce qu'elle adore le mot. Elle a aussi un carobot qui la suit, ce qui énerve totalement sa mère. Bref, une enfant assez naïve sur la vie, je trouve, mais totalement revancharde lorsque cela porte sur des injustices qu'elle vit. Elle déteste par exemple porter des robes, sa mère l'oblige à aller à des bals. Elle s'enferme dans sa chambre pour lire. J'ai adoré le développement de ce personnage. J'ai trouvé que le roman est extrêmement original pour un livre qui parle d'enfance, puisque lorsqu'on lit le premier chapitre, on tombe sur la découverte d'un corps d'une jeune fille de 16 ans, poignardée. Et ensuite, on suit la vie de Jeannette. Et de là, on se demande si cette fille poignardée, ce n'est pas Jeannette. Alors ne vous fiez pas aux premières pages qui peuvent vous orienter vers un roman policier. Ce n'est absolument pas un roman policier. C'est un roman sur l'enfance. Une enfance totalement solitaire, mais aussi assez naïve. Jeannette, c'est un peu cette fille qui a envie de devenir poétesse, qui a envie de vivre la vie d'artiste, mais qui n'y arrive pas, puisqu'elle est totalement incomprise par les gens qui l'entourent. Le prochain livre dont j'aimerais vous parler, c'est un recueil de nouvelles écrit par Daphné du Maurier. C'est une autrice que j'adore, j'ai lu Rebecca, un roman que j'ai adoré, et j'ai voulu la relire, et je suis tombée sur ce recueil de nouvelles qui s'appelle Les Oiseaux et autres nouvelles. Dans ce recueil, on voit un style tout à fait versatile de l'autrice. Par exemple, dans la première nouvelle, Les Oiseaux, on va suivre un peu cette atmosphère horrifique où les humains sont pourchassés par des oiseaux qui veulent les manger. Voilà, c'est totalement horrifique. L'atmosphère est extrêmement sombre. On est presque dans de la science-fiction. J'ai adoré lire cette nouvelle. Dans un tout autre registre, la dernière nouvelle est aussi excellente. On va suivre une femme qui va rentrer chez elle et qui va découvrir que des inconnus se sont installés dans sa demeure. C'est totalement loufoque. On ne sait pas si la narratrice est fiable, si c'est vraiment sa demeure, si elle ne perd pas un peu la tête. Bref, j'ai vraiment adoré. Et surtout que la fin avait une chute imprévisible. Si vous voulez lire autre chose que Rebecca et voir un peu toute l'originalité que peut revêtir les récits de Daphné du Maurier, je vous conseille ce recueil de nouvelles. Le prochain roman que j'aimerais vous parler est extrêmement court, il fait 80 pages. Il a été écrit par Alexandre Green, un auteur russe un peu oublié, qui est contemporain de Bulgakov. Dans ce roman extrêmement court, on va suivre la vie d'un jeune homme qui va découvrir que sa maison est habitée. Il est donc contraint à un exil forcé. Vivant dans la misère et la pauvreté, il va trouver refuge dans un bâtiment historique. Et de là, la fin va entretenir des illusions et une folie grandissante va naître de cet exil forcé. J'ai trouvé que c'était un roman sombre à lire, où la folie, la misère et la pauvreté se mêlent. C'est aussi un récit extrêmement court et très prenant. On ne sait pas grand-chose du protagoniste. Bref, un roman assez singulier que je conseille pour les plus curieux. Cette année, j'ai découvert une autrice norvégienne qui s'appelle Amalie Skram. Elle a sorti un livre qui s'appelle Lucie et ça a été un énorme coup de cœur et un soulagement de lire ce genre de récit. C'est assez bizarre de parler de soulagement, mais petite digression. Cette année, j'ai lu Madeleine Ferrat d'Émile Zola. Alors, Émile Zola, c'est un auteur que j'adore. J'ai lu tous les Rougon-Macquart. Ça a été pour moi une période de ma vie que j'ai adorée, puisque
Ça a été une découverte enrichissante. Mais par contre, Madeleine Ferrat, qui ne fait pas partie des Rougon-Macquart et qui est un peu un des premiers romans qu'a écrit Zola, Madeleine Ferrat, ça a été une déception, mais alors flagrante. Dans Madeleine Ferrat, en fait, on y suit Madeleine Ferrat, justement, qui a eu une liaison hors mariage et qui va subir tout le poids de son passé avec son nouveau compagnon. C'est un peu le roman de la déchéance et du péché. Bref, j'ai trouvé ce roman extrêmement mal écrit, avec un scénario prévisible, et j'ai trouvé la plume assez maladroite. Et dans Lucie d'Amélie Scram, pareil, on va suivre l'histoire d'une femme qui a eu une ancienne liaison avec un amant et qui va entamer une nouvelle relation avec un homme. Et pareil, on va voir que l'ancienne liaison de cette femme, Lucie, va avoir des conséquences sur la relation qu'elle va entretenir avec ce nouvel homme. Cependant, c'est fait d'une manière extrêmement intelligente, puisque Lucie est une femme issue d'un milieu populaire. Elle va entretenir une liaison avec un homme, Théodore, qui a un statut social un peu plus élevé et qui va tomber dans la paranoïa, puisque cet homme va se mettre à la suivre, va se mettre à lui poser plein de questions sur ses allées et venues. Bref, on sent que Lucie est dans une relation d'emprise avec un homme totalement malsain. Bref, un roman totalement bien écrit. 11e roman que j'ai adoré, c'est Le Baron Perché d'Italo Calvino. C'est un auteur italien qui a écrit un roman qui peut paraître assez enfantin dès les premières pages, puisque le roman parle d'un jeune homme qui refuse de manger des escargots à la table familiale. De ce refus, son père va y voir comme un affront et va le prendre très très mal. Et de cet épisode, le jeune homme, qui s'appelle Com, va décider de vivre dans les arbres et de ne plus toucher le sol. C'est un roman extrêmement touchant, puisqu'on est face à un jeune homme en quête d'autodétermination qui va essayer de construire sa vie au-delà des liens du sang, puisque son père est baron et étant l'aîné de la famille, Com est destiné à devenir lui aussi baron. Il va du coup se construire en opposition par rapport à cette figure paternelle. J'ai trouvé qu'au-delà aussi de cette confrontation entre père et fils, c'est un roman qui met en lumière la littérature, puisque Com va passer son temps à lire. Il y a d'ailleurs une phrase que j'aime beaucoup. Il considérait les livres un peu comme des oiseaux et ne voulait pas les voir immobilisés dans des cages. 12e coup de cœur, c'est une pièce de théâtre de William Shakespeare. C'est une pièce que mon copain m'a offert en me disant que c'est toujours d'ailleurs, sa pièce préférée de Shakespeare. De William Shakespeare, je n'ai pas lu grand-chose. J'ai lu évidemment Roméo et Juliette, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Timon d'Athènes, c'est une pièce assez courte. On va suivre Timon, un citoyen athénien qui a vécu au 5e siècle avant notre ère. Timon est un homme riche et généreux qui a pour ami Apémontus, un personnage très cynique, puisqu'il ne va pas cesser de dire qu'il est indépendant, qu'il est un esprit libre, qu'il ne se fait pas acheter. Apémontus est un personnage assez drôle qui va prévenir son ami Timon que les hommes ne sont pas tous généreux comme lui et qu'il devrait faire un peu plus attention. Et Timon va se rendre compte que Apémontus disait vrai lorsque les hommes étaient avides et pas aussi généreux. Apémontus est un personnage que j'adore. Il y a certains passages qui m'ont fait éclater de rire et j'aimerais bien vous en lire un. Le peintre dit à Apémontus : « Vous êtes un chien !» Apémontus répond : « Ta mère et moi sommes de même espèce, donc si je suis un chien. » Voilà, c'est ce genre d'humour qui agrémente la pièce, donc j'ai adoré cette pièce. Et bon, attention, pour ceux qui prennent un peu trop au sérieux cette pièce, elle risque de vous rendre un peu misanthrope. 13e coup de cœur, c'est aussi une pièce de théâtre écrite par une femme, Catherine Bernard. Elle a écrit Laodamie, Reine des Pyres. Alors les Pyres, c'est une région dont on ne connaît pas grand-chose, qui se situait entre la Grèce et l'Albanie. Et dans cette pièce, on va y suivre Laodamie, qui est la reine des Pyres, et qui a un peu tiraillé, puisque on va lui organiser un mariage avec un homme qu'elle n'apprécie absolument pas. Mais par contre, elle va tomber amoureuse de l'homme qui va être le futur mari de sa meilleure amie. Et de là
va se développer tout un questionnement sur est-ce que je dois me marier pour pouvoir bien gouverner en tant que reine ou est-ce que je dois suivre mes sentiments et mon cœur. Et du coup renier mon amitié avec ma meilleure amie. Enfin bref, j'ai trouvé cette pièce extrêmement bien écrite, avec un dilemme très bien construit et des phrases extrêmement percutantes, mais surtout avec la figure de cette reine, on va se rendre compte de toute la difficulté d'être femme et de devoir gouverner surtout des hommes qui vont essayer de renier le pouvoir d'une femme. Petite anecdote, Catherine Bernard, c'est une autrice dramaturge du XVIIe siècle qui a été un peu oubliée. Et pourtant, il faut savoir que Voltaire a plagié une de ses œuvres pour pouvoir écrire une pièce de théâtre. Donc voilà, c'est pour vous dire aussi que l'effacement des femmes se fait aussi par le plagiat et par d'autres hommes. Le prochain livre dont je voudrais vous parler, c'est Renata n'importe quoi de Catherine Guérand. J'ai découvert ce livre grâce à une chaîne YouTube, Oublieuse Postérité, que je vous conseille fortement, qui parle de littérature. C'est un roman qui est sorti en 1967 et j'ai trouvé ce roman extrêmement ingénieux, de par sa forme mais aussi par son fond. Déjà dans la forme, il faut savoir que c'est un roman qui n'a qu'un seul point final. Donc ce roman est en fait constitué d'une seule longue phrase dont le point final n'arrive qu'à la 200e page environ. Et c'est un procédé qui est extrêmement pertinent puisque l'histoire de ce livre porte sur Renata, une femme qui décide de vivre en totale liberté. Mais quand je vous dis liberté, c'est qu'elle ne veut plus recevoir aucun ordre. C'est une femme qui va décider, par exemple, de s'asseoir sur un banc, d'écouter le son des oiseaux, sans se préoccuper de l'avenir. Elle va se retrouver dans des situations totalement imprévisibles à cause de cette manière de penser. On va notamment la placer dans une maison pour qu'elle ait un toit et de quoi manger. Mais elle va fuir cette maison puisqu'elle va y voir comme une contrainte à sa liberté. Et c'est franchement hilarant. Je vais vous lire une phrase. Je vais pas vous lire la phrase du roman, mais je vais vous lire une partie. Celle-là, elle n'est pas libre comme moi. Elle doit sûrement aller quelque part. Ce n'est pas la vie d'aller quelque part, j'ai pensé. Ce qui est bien, c'est de ne pas savoir où on va, ni ce qu'on va faire. Renata va nous confronter à notre propre notion de la liberté, puisque à l'issue de la lecture de ce roman, je me suis demandé mais à quelle notion de la liberté je voulais m'aliéner. C'est-à-dire qu'une liberté absolue comme voudrait vivre Renata dans ce roman, c'est totalement impossible. Et on le voit de façon ubuesque dans ce récit. Un roman extrêmement drôle, inventif et aussi profond par le message sous-jacent dans le texte. Ensuite, j'ai lu Poésie palestinienne, qui est une anthologie de poésie palestinienne et contemporaine. J'ai adoré ce recueil. Maintenant, je me demande pourquoi je l'ai mise dans cette vidéo qui parle que d'œuvres de fiction. J'avoue que ces poésies sont tellement ancrées dans la réalité et dans ce qui se passe actuellement que c'est très dur de dire que ce sont des œuvres de fiction. Je trouvais que c'était extrêmement bien écrit, mais aussi dur à lire. Le jeu des poètes et poétesses sont tellement remplis de souffrance, de lucidité sur ce qui se passe, qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire que les sentiments de tristesse, de colère, s'affranchissent de toute frontière pour pouvoir nous parvenir. J'ai adoré ce recueil, extrêmement dur à lire, mais aussi extrêmement engagé politiquement. Il y a deux extraits que j'aimerais vous lire, que j'ai adoré. Le premier, c'est de Razan Banoura. Où est les fenêtres de ce monde? Je veux me défenestrer. Quand je vous disais que c'était extrêmement dur à lire. Deuxième extrait, de Marwan Makoul. Pour écrire une poésie qui ne soit pas politique, je dois écouter les oiseaux. Et pour écouter les oiseaux, il faut que le bruit du bombardier cesse. Dans un tout autre registre, j'ai découvert cette année une autrice qui est maintenant une de mes autrices préférées. C'est Clarice Lispector, une écrivaine brésilienne. J'ai lu Près du cœur sauvage, un roman que j'ai adoré, vraiment. C'est un roman
qui regroupe tout ce que j'adore, la philosophie, le féminisme et une plume inégalable. Il faut savoir que dans ce roman, j'ai trouvé ce que je pensais détester, c'est-à-dire l'écriture en flux de conscience. Alors j'ai lu Mrs. Dalloway de Virginia Woolf et je vais pas dire que j'ai détesté, mais je n'ai pas aimé cette lecture. Et je pensais que j'étais hermétique au flux de conscience, au fait que des phrases viennent comme ça, sans aucune logique apparente dans un texte. J'ai trouvé ce roman extrêmement dur à lire, mais vraiment difficile à suivre. Pas dur dans le sens c'était trop complexe, non, c'était difficile à suivre. En lisant Clarice Lispector, je me suis surprise à retrouver ce mécanisme de flux de conscience, mais d'une façon tellement claire, d'une façon tellement intelligente, et avec une écriture extrêmement belle, que je me suis laissée porter par ce registre, par sa philosophie de vie aussi, parce que Clarice Lispector, c'est un peu... je dirais pas qu'elle est nietzschéenne, mais elle a une philosophie qui ramène à la vie, qui ramène à cette joie de vivre, à cette manière aussi qu'elle a de se confronter à l'existence et qui fait qu'elle ne se laisse jamais abattre par ce qui se passe. Et dans ce roman, Près du cœur sauvage, on va suivre Johanna, qui est une jeune fille qui se pose énormément de questions sur son existence, sur la recherche du bonheur, sur aussi sa place dans le monde et ce vide qu'elle ressent en elle, qui est un vide assez indescriptible. La narratrice, c'est une femme qui va être en quête d'identité, qui va essayer de découvrir l'amour à travers notamment l'absence d'amour. J'ai trouvé cela extrêmement intelligent, bien écrit. Bref, j'ai adoré ma rencontre avec Clarice Lispector. Autre coup de cœur, pareil, ça a été la rencontre avec une autrice que je n'avais jamais lue, c'est Marcel Sauvageau. C'est un court texte sur la déchéance d'une relation amoureuse. Marcel Sauvageau, c'est un peu son autobiographie dans Laissez-moi, puisque c'est une femme qui a fait pas mal d'allers-retours entre le sanatorium et chez elle. Elle a été atteinte d'une maladie pulmonaire, sûrement la tuberculose, qui l'a laissée dans un mauvais état de santé. Et à côté de sa maladie, elle s'est beaucoup reposée sur une relation avec un homme qu'elle considérait comme un pilier de sa vie. Et lorsqu'elle a été hospitalisée au sanatorium, elle a reçu une lettre de cet homme qui lui disait « Je me marie, notre amitié demeure ». Ça a été un gros choc pour elle, puisque son texte tourne autour de cette lettre, de ces mots qui la poignardent en quelque sorte. Elle va notamment discuter de la notion d'amitié que lui laisse son compagnon. Il y a un passage que j'ai beaucoup aimé et que je vais vous lire. « Aimer, c'est pour l'un conquérir, pour l'autre se soumettre. Et tout le reste reçoit les noms vagues d'amitié. Affection, dévouement. Dois-je douter de l'amour ou de vous? Heureusement, en effet, qu'il n'y avait pas que cela entre nous. Mais ce qu'il y avait d'autre, je l'appelais amour. » C'est un récit de sanatorium qui, certes, parle de maladie, mais qui va aussi parler de blessures psychiques, d'amour délaissé. C'est un roman extrêmement juste, je trouve, puisqu'on sent que Marcel Sauvageau ne va pas vivre longtemps et qu'elle met tout dans son œuvre, telle une comète qui passerait dans le ciel. Donc j'ai adoré vraiment la lire et la rencontrer par cette œuvre. Autre autrice que j'ai découverte cette année, ça a été Gisèle Valéry, une autrice et poétesse du début du XXe siècle. J'ai lu Les Cris de ma souffrance, seulement disponible sur Gallica, un site de la Bibliothèque nationale de France. J'ai pu y lire du coup son recueil que j'ai adoré, vraiment. Je suis friande de tout ce qui est un peu, pas forcément tragique, mais dramatique, très lyrique, avec un épanchement des sentiments extrêmement flagrant. Et c'est ce que j'ai trouvé chez Gisèle Valéry. Ses poèmes étaient extrêmement percutants. Pour le coup, on voyait vraiment toute la souffrance qu'elle pouvait ressentir, que ce soit face à la mort, que ce soit face à la condition de femme, mais aussi la souffrance que peuvent ressentir des animaux. Souffrance qu'elle va mettre en parallèle avec sa condition de femme et que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et au-delà de son lyrisme, c'est une autrice qui a beaucoup d'humour, un humour et un cynisme que j'ai adoré. Je vais vous lire un poème qui peut-être vous donnera envie de la découvrir. Quand mourut la gaieté.
La maladie s'était installée dans la chambre, dans les angles des murs. Ses doigts de monstrueuses araignées avaient étendu les ténèbres de leur toile. Elle avait souillé et noirci les poutres du plafond de son haleine fumeuse et fétide. Sur le plancher, le va-et-vient de ses pas boueux avait accumulé une sombre fange. On y voyait clair, cependant, car le soleil dorait les toiles, les crevasses et la poussière. Mais la pauvreté est rentrée. Et elle a fermé les volets. 19e coup de cœur de 2024, ça a été le parachutage de Normer Zongo. J'ai demandé à une amie proche si elle avait des livres d'auteurs ou d'autrices originaires du Burkina Faso à me conseiller. Et elle m'a tout de suite parlé du parachutage de cet auteur que je ne connaissais absolument pas. J'avoue que ce livre m'a assez intriguée, notamment à travers l'histoire de l'auteur. C'est un auteur qui a dû s'exiler puisqu'il a été poursuivi pour ses activités de journaliste politique. Son livre est une critique du régime autoritaire de Blaise Compaoré, qui est un ancien président du Burkina Faso qui est connu pour avoir commandité le meurtre de Thomas Sankara. Et dans ce roman, Le Parachutage, on va suivre un président, le président d'un pays fictif, dont on va très vite faire le parallèle avec le Burkina Faso, puisque c'est un président qui est corrompu, qui n'a rien à faire de sa population, mais qui va vivre la déchéance puisqu'il va subir un coup d'État. Et de là, il va devoir fuir son pays et il va découvrir toute une frange de la population qui ne connaissait pas ou qui ne voulait pas connaître, c'est-à-dire une population qui est pauvre. Il va découvrir que sa population vit tous les restes de la colonisation, vit un mépris de classe, vit la corruption. Bref, c'est un roman d'une portée initiatique assez extraordinaire pour ce président qui est tout à fait détestable, puisque lui, tout ce qu'il veut, c'est une population docile, qui n'a rien à faire de la corruption, qui n'a rien à faire de la richesse opulente dans laquelle vit le président. Bref, j'ai trouvé que c'était un pamphlet politique extrêmement ingénieux, extrêmement bien écrit. Quand on sait que l'auteur a été assassiné pour ses convictions, pour ses enquêtes politiques, on ne peut que mieux comprendre la portée de ce livre et la charge que ce livre porte contre un gouvernement corrompu. Cette année, j'ai découvert une poétesse, Alejandra Pizarnik, par 2 recueils de poèmes. J'ai totalement adhéré à sa poésie et je trouvais qu'il y avait une tristesse assez profonde dans tout ce qu'elle écrit, une sorte de mélancolie. Elle évoque souvent les lilas, par exemple, pour faire advenir ses souvenirs. J'ai trouvé sa plume extrêmement intelligente, j'ai trouvé certains mots, un jeu de mots très bien construit. Mais au-delà de ça, c'est vrai que j'ai pas retenu grand-chose de ce qu'elle a pu écrire dans ses poésies. J'ai notamment apprécié la première partie du recueil bien plus que la seconde partie. Mais voilà, ça a été tout de même une très belle découverte. A posteriori, je ne pense pas la mettre dans mes lectures préférées. Mais bon, je l'ai mise sur le coup après l'avoir lu, donc ça méritait de l'évoquer, je pense. Le prochain livre que j'ai aimé lire, c'est un peu un ovni littéraire. Ça a été écrit par un théologien du 19e siècle, un théologien britannique, qui s'est dit que, tiens, je vais sortir un livre de science-fiction sur des figures géométriques. Alors dit comme ça, c'est assez perché, mais j'ai adoré le concept. Alors ce livre, c'est Flatland, où on va suivre un monde en demi-dimension, où il y a des cercles, des carrés, des triangles, et ce monde est régi par une hiérarchie sociale assez précise, où les cercles sont considérés comme les prêtres et sont en haut de l'échelle sociale. Mais une des figures que l'on va suivre, je sais plus si c'est un cercle ou un carré, ou même un triangle, va découvrir qu'il y a une autre dimension qui s'appelle le Spaceland, et que le cercle peut en fait devenir une sphère, le carré un cube, etc. J'ai trouvé ce roman totalement original, loufoque. J'adore ce lien entre littérature et mathématiques. Il n'y a pas besoin d'avoir de grandes notions de mathématiques pour comprendre le roman, d'autant plus que dans le livre, il y a pas mal de schémas qui permettent d'éclaircir certaines situations. Donc voilà, un roman assez surprenant où on s'attache à des formes géométriques et à des figures abstraites, mais
De par son originalité, je le conseille vraiment à tout le monde. Je trouve que ça peut faire l'objet d'un beau cadeau puisque c'est un objet livre assez particulier à avoir en main. Et il y a une dynamique de lecture aussi très originale où on a un texte et aussi des schémas qu'on peut tourner dans tous les sens pour pouvoir en lire la signification. Donc voilà. Ensuite, j'ai adoré Le Message d'André Chédid. J'ai lu un recueil de poèmes, je crois que ça s'appelait Rythme, et j'avais adoré. Et après ça, j'ai plus rien lu d'elle, je pense que je l'ai laissé à la trappe, mais je ne sais pas pourquoi. Et donc j'ai pris ce livre, et lorsque je l'ai ouvert, je me suis dit, mais pourquoi je ne me suis pas replongée dans son écriture ? C'était juste phénoménal. Alors, Le Message, c'est un très court roman où l'on suit un pays en guerre, on ne sait pas trop lequel, et on va suivre le personnage de Marie. Marie, c'est une femme qui vit dans ce pays en guerre et qui s'apprête à retrouver son compagnon qu'elle n'a pas vu depuis assez longtemps. C'est un compagnon qu'elle espère retrouver à une heure particulière, à un point de rendez-vous particulier. Cependant, et vous allez le voir dès le début du roman, c'est pas vraiment un spoil, elle va être arrêtée lors de son parcours par quelqu'un qui va lui tirer une balle en plein dans le dos. Et là on se demande au cours du livre, est-ce qu'elle va pouvoir retrouver son compagnon ? Est-ce que son compagnon va rester après l'heure du rendez-vous ? Et de là, on va avoir un récit choral où on va suivre la perspective de différents personnages qui vont rencontrer Marie et plus ou moins l'aider dans sa rencontre avec son compagnon. J'ai trouvé que c'était un récit extrêmement bien écrit, extrêmement émouvant. Je ne pensais pas qu'un aussi petit livre pouvait me marquer autant. Et je ne peux que vous conseiller André Chédid. Et si vous voulez la découvrir, je trouve que c'est un roman qui se lit vraiment très bien. Encore 4 livres et j'aurai fini avec mon top 2024. Le prochain livre, c'est un livre de Dostoïevski. Alors, que vous dire ? Cet été, je me suis plongée dans les frères Karamazov et ça a été... ah là là. Ça a été une très belle période, on va dire. Pour les gens qui m'ont entourée cet été lorsque je lisais ce livre, je n'arrêtais pas de parler de Dostoïevski. Je pense que les gens devaient en avoir tellement marre. Bon, ils ont été cléments et ne m'ont rien dit, hein, mais j'étais tellement plongée dans cet univers, dans l'univers des 3 frères Karamazov, que je pense que je ne pensais pas autre chose à ce moment-là. Dans les frères Karamazov, on va suivre 3 frères, Dmitri, Alyosha et Ivan, avec leur père qui s'appelle Fyodor. C'est un roman qui va mélanger intrigue policière, emphase religieuse et aussi considération philosophique. Alors, comment tout cela peut se mélanger ? Il faut savoir que les 3 frères ont des tempéraments assez dissociables, c'est-à-dire que Dmitri va être assez fougueux, va être un peu le Nietzschien du groupe, tandis que Ivan, ça va être le rationaliste, et on a Alyosha qui est l'homme religieux, qui va prôner la religion. Et on a Fyodor à côté de ça, qui est leur père, qui va tomber amoureux d'une jeune fille, mais dont s'éprend aussi Dmitri. Et lorsque va arriver la mort du père, Fyodor, tous les regards se tournent vers les 3 frères, et notamment Dmitri, puisqu'on sait qu'il entretient aussi une liaison avec l'amante de son père. C'est un roman sur la lutte entre le bien et le mal. Alors, non seulement le bien et le mal entre chaque homme, mais aussi on va avoir un tribunal intérieur, notamment dans la tête de Dmitri, qui va se dire quelle est la limite du bien, quelle est la limite du mal, quelle est la frontière entre ces notions-là. J'ai trouvé le livre extrêmement bien écrit, les dialogues extrêmement bien menés. Je sais que ce livre peut faire peur, notamment par le nombre de pages, mais il faut savoir qu'il y a énormément de dialogues, c'est très prenant. Vous allez vous attacher à tous les personnages. Et de plus, l'intrigue policière, avec le meurtre du père, va vous tenir en haleine. Je ne peux que vous conseiller ce roman de Dostoïevski. Le prochain coup de cœur que j'ai eu, c'est un roman sur la dépression, sur un homme dépressif qui va avoir envie de ne plus rien faire, vraiment. Il va être allongé sur son lit, il va regarder le plafond, il va nous décrire le plafond, la sensation qu'il a lorsqu'il est couché. Un roman sur la dépression et vous allez vous dire, mais
comment est-ce qu'on peut se plonger dans un tel roman. J'ai découvert ce roman par une chaîne YouTube qui a dit que ce roman avait influencé l'adaptation d'un film qui était un de ses films préférés. C'est un roman particulier puisqu'il est écrit à la deuxième personne du singulier, donc l'auteur s'adresse directement à nous, et c'est un peu comme s'il nous renvoyait l'absurdité de la vie en se demandant pourquoi il vit, qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie, quel est le but de sa vie. J'ai trouvé cela extrêmement pertinent, extrêmement bien écrit, roman avec un fond philosophique bien sûr immense. Voilà, peut-être à ne pas lire si vous êtes dans un état dépressif. On en arrive à l'avant-dernier livre, à l'avant-dernier coup de cœur de l'année 2024. Je vais vous parler d'Agua Viva de Clarice Lispector, la seule autrice qui fait son retour dans ce top, puisque comme je vous l'ai dit, j'adore Clarice Lispector, et lorsque j'ai lu Près du cœur sauvage, j'ai voulu lire un deuxième roman. Pour le coup, ce n'est pas un roman, c'est un condensé d'aphorismes, de maximes assez intelligents, puisque Clarice Lispector va nous parler de la vie, du vide qu'elle peut ressentir, mais aussi de l'impossibilité de la littérature à pouvoir tout décrire. Et de cette impasse, elle va nous enjoindre en fait à vivre notre vie pleinement. Et c'est par cette philosophie de vie que je pense j'ai adhéré à sa pensée. Mais je pense que si vous aimez le lien entre littérature et philosophie, vous ne pouvez qu'aimer Clarice Lispector. D'autant plus qu'elle apporte un regard féministe sur tout ce qu'elle écrit. C'est extrêmement plaisant à lire. Dernier livre, dernier coup de cœur, quoique peut-être pas. J'ai lu La pitié dangereuse de Stefan Zweig, qui est un auteur autrichien. Écoutez, que j'adore, hein. J'ai lu pas mal de ses biographies, notamment la biographie de Nietzsche, la biographie de Marie-Antoinette, de Marceline Desbordes-Valmore, et j'ai toujours adoré ce qu'il a écrit. Et dans ce roman, qui est, je crois, le seul roman qu'il ait terminé d'écrire, on va suivre Hofmiller, un officier qui va faire la rencontre d'Edith lors d'un bal dansant. Et donc lors de cet événement, il va proposer à Edith de danser avec lui. Sauf que c'est le drame. Edith est paraplégique et il n'a pas pu s'en apercevoir auparavant. Et de cet événement va découler un sentiment de repentance chez Hofmiller. Il va considérer qu'il a une dette envers Edith et donc il va aller la voir, passer du temps avec elle pour savoir si elle va bien, comment elle se porte. Et donc Edith, au fur et à mesure, va développer des sentiments envers Hofmiller, ce qui n'est pas du tout le cas de ce jeune homme. Il faut savoir aussi que Hofmiller est un officier qui n'a pas beaucoup d'argent, tandis que Edith est une bourgeoise qui vit une vie assez mondaine, assez riche, avec des domestiques, avec une sœur et un père très aimants. Enfin bref, il y a tout un déséquilibre entre Hofmiller et Edith, un déséquilibre de classe, qui va mener à l'incompréhension entre deux personnages, c'est-à-dire qu'Edith va développer des sentiments envers Hofmiller, alors qu'Hofmiller n'est auprès d'Edith que parce qu'il ressent une dette. Hofmiller est un peu l'incarnation de cet homme qui porte une tare éternelle suite à sa rencontre avec Edith et qui va faire tout pour satisfaire Edith même en lui mentant. On va suivre Hofmiller tomber petit à petit dans la déchéance, dans le mensonge, qui va aussi fuir toutes ses responsabilités lorsqu'il va apprendre qu'Edith l'aime. Bref, j'ai trouvé que c'était un roman assez tragique où on va apprendre petit à petit à détester non seulement Hofmiller, mais aussi Edith. Et c'est un récit extrêmement bien écrit, et c'est sans surprise puisque Stefan Zweig est un écrivain de talent que j'admire beaucoup. Donc voilà, vous connaissez mes 27 coups de cœur de l'année 2024. Alors 27 plus ou moins, puisque là je suis en train de lire un roman qui est Oblomov, que j'adore, et on est le 28 décembre, donc je ne sais pas si je le finirai avant l'année, mais je pense que ça peut être un roman coup de cœur, et donc je vous l'évoque comme ça, parce que cette vidéo n'est pas suffisamment longue à mon avis. Si vous avez lu les autres livres que j'ai évoqués, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et sur ce, je vous dis à bientôt.